Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va. Et à la forme. C'est compliqué. Le brin d'histoire, on va 80 ans en arrière. Oui, on va 80 ans en arrière. On va le 6 février 1945 pour parler de l'une des plus grandes figures historiques de l'histoire de la Jamaïque moderne. Après Marcus Garvey, vous avez Robert Nesta Marley. Et donc aujourd'hui, on célèbre les 80 ans de sa naissance. S'il était vivant, il aurait 80 ans aujourd'hui. Et donc ça va être l'occasion de revenir un peu sur son enfance. On va parler un peu de sa musique. Et surtout aussi, on va parler de son héritage. Qu'est-ce qu'il a laissé à la postérité? Qu'est-ce que ça devient aujourd'hui, en quelque sorte? Donc, pour bien comprendre vraiment la vie de Bob Marley, il faut aussi un peu comprendre l'histoire de la Jamaïque. Il faut savoir que la Jamaïque, c'est une île des Caraïbes qui avait été, je ne dirais pas découverte, dans laquelle le premier occidental qui va mettre les pieds, c'est Christophe Colomb. Ah bon? Oui, en allant à la recherche de la nouvelle route des Indes qui va l'amener à ce qu'on appelle les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Et c'est son frère, c'est son neveu Diego Colomb, puisque en fait les explorateurs avaient pour habitude que lorsqu'ils arrivaient sur une nouvelle terre, ils brandissaient un peu une espèce de drapeau qui leur conférait ce type de propriété-là. Et donc c'était comme ça qu'ils rémunéraient en fait ces voyages-là, parce qu'il faut se rendre compte qu'on est au 15e siècle et ces voyages-là coûtent extrêmement cher. Et donc ceux qui investissent dans ces projets-là attendre comme retour d'investissement les minerais, etc., les richesses qu'on pourrait trouver là. Et donc, Diego Colomb va ensuite vendre, le neveu de Christophe Colomb va vendre cette île aux Britanniques. Et donc, ce sont les Britanniques qui vont coloniser cette île-là. Et donc, très vite, ils vont, avec le commerce du sucre notamment, ils vont tenter dans un premier temps de coloniser les tribus indiennes qui étaient là, parce qu'il y avait des tribus autochtones qu'on appelait les Arawaks. Et ces Arawaks-là vont refuser de se laisser ainsi coloniser, puisqu'on va assister il y a deux facteurs qui vont entraîner l'éradication des Indiens autochtones de Jamaïque. Le premier facteur, c'est d'abord le fait d'être en contact avec les Européens. Ils vont attraper de nouvelles maladies, donc ça va créer des épidémies. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils vont refuser de se laisser coloniser, donc de se laisser capturer, dominer. Et donc on assistait parfois à des suicides collectifs, des suicides de masse. Et donc les colons britanniques n'auront d'autre solution pour tenter de faire planter la canne à sucre pour développer cette industrie sucrière-là que d'importer de la main-d'œuvre. Et donc elle va venir d'Afrique. C'est comme ça que après l'arrivée des colons européens, on va avoir cette masse de Noirs, de population africaine qui va arriver en Jamaïque. Et après l'abolition de l'esclavage, on va voir arriver une troisième vague, qui est une vague migratoire qui revient d'Asie, principalement d'Inde et de Chine. Et donc, il faut savoir, la Jamaïque, historiquement, s'est bâtie, les villes jamaïcaines se sont bâties autour de comptoirs de commerce dans lesquels se sont installés ensuite des missionnaires. C'est la raison pour laquelle les principales villes côtières de Jamaïque portent des noms de paroisses. Donc Saint Anne's Bay, Sainte Elizabeth, etc. Donc Saint Anne's Bay est particulièrement célèbre parce que c'est la baie de Sainte Anne et c'est là où est né Bob Marley le 5 février 1945. Alors, il est né dans une famille de cultivateurs. Sa famille du côté maternel était cultivatrice. Son grand-père, Omeria Malcolm, était un chef local très estimé, qui était l'un des leaders de l'église baptiste de Saint Anne's Bay. Et il va y avoir une jeune fille qui s'appelait Cedella Malcolm. Cedella Malcolm était sa fille aînée, et c'était une fille sur laquelle il avait basé beaucoup d'espoir, parce qu'elle avait beaucoup de qualités qu'il admirait chez elle. C'était une femme travailleuse, c'était une femme très pieuse,
c'était une femme très jeune. Hein. Elle montrait des aptitudes que lui, il adorait. Donc, surtout, le respect des aînés, le fait qu'elle soit très travailleuse, aussi bien pour les travaux domestiques que pour les travaux champêtres. Comme je disais, c'était une famille d'agriculteurs. Et donc, Omeya Malcolm avait hérité de terres qu'il fructifiait en faisant planter principalement du café, du cacao et du manioc. Et donc, c'est, si tu veux, là que Cédella Malcolm va naître et grandir. Et puis, il faut savoir que dans cette zone, je dis bien que la Jamaïque à l'époque était sous administration britannique, c'était encore une colonie, eh ben, il va y avoir, à côté, il y avait une famille de descendants de propriétaires d'esclaves qui était la famille Marley. Et donc, dans la famille Marley, on va y avoir évidemment le père, Robert Marley. Et donc, ce Robert Marley, lui, il avait une particularité, c'est-à-dire que à la différence de ses frères, il était certes il faisait partie des aînés de la fratrie, mais c'était celui qui était le moins doué en réalité. C'était une famille très prospère, hein, qui avait fait fortune, notamment dans le commerce. Donc Bob Marley n'était pas un enfant de prolétaire. Non. Sa famille paternelle était très riche. Malheureusement, sa famille paternelle aussi avait un peu l'état de toutes les familles bourgeoises jamaïcaines blanches qui étaient des descendants d'esclaves. Il faut le dire, aujourd'hui on dirait que c'était une famille de racistes. Et donc, particulièrement la grand-mère paternelle de Bob Marley avait de préjugés très durs, hein, très, très ancrés sur les Noirs, et donc elle va inculquer ça un peu à certains de ses enfants. C'était pas qu'il fallait détester les Noirs, mais il fallait dire, ils ne sont pas comme nous ne sommes pas de la même race, nous ne sommes pas de la même classe, et donc nous devons certes nous côtoyer, parce que nous occupons le même espace, échanger, mais nous ne devons en aucun cas nous mélanger. C'est-à-dire que les Blancs ne doivent pas épouser des Noirs. Et donc c'était un peu ça, sa vision. Et puis, Norval Marley va lui, comme je le disais, la famille était bourgeoise, elle avait donc des liens parfois avec la Grande-Bretagne. Et donc Norval Marley, après avoir fait la guerre, d'abord il va rentrer dans le service militaire très jeune, autour des années 20, et lors de la Seconde Guerre mondiale, il va être dans le service actif. Il va notamment combattre un peu en Europe, et puis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on va l'envoyer aux Indes, où il va travailler dans les comptoirs, donc des entreprises commerciales qui étaient basées en Inde. Et puis au sortir de là-bas, donc à la fin de son service militaire, il va donc décider de rentrer en Jamaïque. Et en rentrant en Jamaïque, il va être nommé sous-préfet de la localité de St. Anne's Bay. Et c'est donc dans le cadre de l'une de ses tournées préfectorales qu'il va par hasard rencontrer la jeune Cédella Malcolm. C'est comme ça qu'elle s'appelait avant, quand elle était les jeunes filles. Elle va prendre le nom de Booker quand elle va se marier par la suite, pas avec Norval, mais avec une autre personnalité qui deviendra proche de Bob. J'en parlerai un peu plus loin. Et puis là, Cédella Booker va tomber sur Norval Marley, et c'était véritablement une bombe, enfin, parce que ils sont d'abord deux personnes issues de deux milieux totalement différents, même s'ils vivent en Jamaïque. Norval, lui, il est blanc. Il a grandi et vécu dans une certaine aisance matérielle. Sa famille fait partie de la bourgeoisie locale. Et puis, on a Cédella Malcolm, qui est cette jeune fille, à l'époque, elle était âgée de 16 ans, qui est cette jeune fille-là, qui vit dans la région de Saint-Anne-Bay, qui est la fille d'un patriarche local, qui est une figure qui est connue et respectée, qui fait partie des dirigeants de la communauté baptiste de Saint-Anne-Bay. Et donc, il va y avoir un coup de foudre, en réalité, hein, quand on regarde, il va y avoir un coup de foudre. Et donc, les deux vont entamer en secret une liaison. Cette liaison ne va être découverte que lorsque la jeune Cédella va tomber enceinte. Tomber enceinte de Bob Marley. Et même cette grossesse-là va entraîner de vrais bouleversements dans les deux familles. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, Omeya Malcolm, le grand-père de Bob Marley, qui était quelqu'un de très pieux, était très strict sur le respect des règles religieuses, à savoir pas le rapport sexuel avant le mariage. Et donc, voir la fille celle qu'il aimait le plus et sur laquelle il fondait le plus d'espoir, tomber enceinte, qui plus est d'un aristocrate blanc, donc pour lui, c'était vraiment un peu
un espèce de monde qui s'effondrait, hein, si on recontextualise les choses. C'était vraiment un choc. Et il va entrer d'abord dans une colère noire. La jeune Cédella aura dû fuir sa maison pour aller se réfugier dans la région de Sainte-Élisabeth, qui est juste à côté. La région de Sainte-Élisabeth aussi, c'est intéressant parce que c'est la région d'origine de Marcus Garvey. Mais donc, elle va se réfugier là-bas parce qu'elle avait une de ses tantes qui y vivait. Et c'est le temps que, évidemment, son papa se calme un peu et puis reprenne raison, qu'elle va décider de réintégrer la maison familiale. Et donc, Norval Marley, lui aussi, son univers va être bouleversé parce que sa mère va dire qu'elle refuse totalement d'accueillir dans sa famille un mulâtre et que s'il persistait dans cette volonté-là de vouloir entretenir cette relation, eh bien, il allait tout simplement le déshériter. Et donc, c'est face à cette peur-là de se retrouver sans le sou, hein, d'être totalement banni de sa famille et donc de sombrer dans la précarité, qu'il va donc tout simplement se plier à sa mère. Mais par contre, par respect pour Omer Malcolm, Norval va secrètement épouser Cédella pour respecter, si tu veux, le grand-père. Parce que lui, il ne voulait pas d'enfant bâtard, en quelque sorte. Il ne voulait pas d'enfant né hors mariage. Et donc, Norval va accepter d'épouser en secret Cédella et de s'occuper de la grossesse, en quelque sorte. Et donc, il va le faire secrètement. Il venait, il profitait de tourner pour voir sa jeune épouse, voir comment est-ce que la grossesse se passait. Et donc, c'est dans ces conditions-là que le jeune Bob Marley va naître le 6 février 1945 à St. Anne's Bay. Malheureusement, pour le jeune Bob, quand il arrive à la naissance, c'est qu'une fois qu'il est né, eh ben, Norval va s'éloigner de Cédella parce qu'évidemment il y a aussi la pression de la famille qui est très forte. Il a peur que sa famille découvre qu'il a non seulement épousé la jeune Cédella, mais en plus qu'il continue de la voir. Et donc une fois que le petit va naître, son fils va naître, il va juste le reconnaître à l'état civil et lui donner le nom de Robert Nesta Marley. Alors Robert, parce que c'est le deuxième prénom de Norval, il s'appelait Norval Robert Marley. Et puis maintenant pour Nesta, on ne sait pas véritablement la raison pour laquelle il a mis ce deuxième prénom Nesta là. Mais donc il va être reconnu par Norval Marley et comme je l'ai dit, une fois qu'il est né, il va s'éloigner. Et puis donc Bob Marley va naître à St. Anne's Bay. Et lui, dès sa naissance, il est le premier mulâtre du coin. Il est le premier métis dans toute la communauté. On n'a jamais vu une femme noire avoir des enfants avec les blancs. Parce que c'est des communautés qui ne se mélangeaient pas. Elles se côtoyaient, certes, mais elles ne se mélangeaient pas. Et donc, Bob va naître avec le même sentiment. S'il y a des métis qui m'écoutent, ils savent ce sentiment-là, c'est de la double appartenance. Et parfois, cette double appartenance vous donne l'impression que vous n'appartenez aussi parfois à aucune communauté. Parce que, par exemple, Bob Marley, on lui disait, mais non, toi, tu n'es pas noir, toi, tu es le blanc. Et quand il était parmi les blancs, après, les blancs disaient, non, toi, tu n'es pas blanc, tu es noir. Donc, avoir le sentiment qu'en réalité, on n'a pas sa place quelque part, parce que on ne sait pas où se positionner. Chaque groupe à laquelle tu es supposé appartenir te rappelant qu'en réalité, tu n'appartiens pas à cette communauté, mais tu appartiens à une autre communauté. Et donc, lui, il va naître là. Et puis, Cédella Booker, en grandissant, elle va, lorsqu'elle va avoir à peu près atteindre l'âge de la majorité, elle va décider, comme la plupart des jeunes filles qui vivent dans les zones rurales, dans le monde entier, c'est-à-dire qu'elles aspirent, elles ont des rêves, elles ne veulent pas vivre à la campagne, elles ne veulent pas vivre continuer à faire des travaux champêtres. Et surtout, la jeune Cédella veut offrir un autre avenir à son fils. Et donc, elle va décider, après qu'elle ait terminé ses études primaires, elle va donc décider d'aller à Kingston. Elle va faire un concours pour entrer dans une école de formation d'infirmière. Et en intégrant ce cours-là, elle va donc laisser le jeune Bob Marley entre les mains de son grand-père. Et donc, Bob Marley va grandir, va passer son enfance, non pas aux côtés de sa mère, mais plutôt aux côtés de son grand-père. Et par contre, avec son grand-père, les rapports étaient extraordinaires. Son grand-père l'adorait parce que c'était quelqu'un qui était très jovial, c'était quelqu'un qui était aussi, comme sa mère, très dynamique. Il était toujours prompt à rendre service à son grand-père et il adorait faire les travaux champêtres. Et donc,
c'est dans cette enfance-là, à Saint-Annes Bay, que le jeune Bob Marley va grandir aux côtés de son grand-père pendant que sa mère était à Kingston. Elle suivait des cours d'infirmière. Et donc, lorsqu'elle va obtenir son diplôme, on est à la fin des années 50, début des années 60, elle va donc décider de revenir à Kingston, puisque quand elle va terminer, elle va être embauchée, on va dire, dans la fonction publique, elle va travailler à l'hôpital et donc elle aura un salaire. À partir de là, elle va décider que il était temps qu'elle aussi elle s'occupe de son fils. Et donc, elle va venir récupérer son fils, mais lorsqu'elle va venir la première fois, elle va avoir la malheureuse surprise de découvrir que Bob Marley n'était plus à Saint-Annes Bay, qu'il était déjà à Kingston. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la période où elle était à l'école, où elle suivait sa formation d'infirmière, son père va venir derrière. Son père ayant appris que le jeune Bob était resté entre les mains de son grand-père, il va donc décider de venir le prendre. Mais il va dire au grand-père de Bob que c'est lui-même il allait l'emmener vivre avec lui. En réalité, ce n'était pas ça, puisqu'il savait que sa mère n'aurait jamais accepté ça. Il va plutôt confier Bob à une femme blanche qui vivait à Kingston et en faire une espèce de tutrice. Donc la jeune femme offrait le gîte et le couvert à Bob, payait ses études. En échange, Bob s'occupait des petites tâches ménagères dans la maison, faisait les courses pour la dame et puis lui tenait compagnie si elle avait besoin de quoi que ce soit. Et donc, lorsque Cédella va découvrir que Bob n'était plus à Saint-Annes Bay, mais qu'il était à Kingston, elle va donc repartir à sa recherche. Et bon, à l'époque, très facilement, on peut retrouver le fils d'un blanc, ça courait pas les rues. Et donc, grâce au réseau aussi des membres de la communauté de Saint-Annes Bay qui vivaient à Kingston, très vite, ils vont repérer le jeune Bob Marley. Et Cédella va aller et va récupérer son fils. Et donc, c'est comme ça que Bob va vivre. Il va quitter la zone nord de Kingston, qui était une zone quand même assez huppée chez laquelle il vivait, chez sa tutrice. Et là, il va arriver à Trenchtown, qui est vraiment comme Blackwall, c'est vraiment les ghettos, tu vois, les quartiers noirs au sud de Kingston. Et donc, Bob arrive là, il a 12-13 ans. Et véritablement, c'est là où il va y amorcer, je peux dire, la véritable deuxième phase de la vie de Bob Marley. Puisque à Trenchtown, il va faire les rencontres qui vont marquer sa vie et qui vont faire un tournant, notamment le tournant musical. Il y a d'abord, il va rencontrer Joe Hicks. Joe Hicks, c'était une ancienne gloire de la musique jamaïcaine qui avait réussi à percer dans la musique aux États-Unis. Ça, c'était à la fin des années 40, début des années 50. Et puis, avec l'arrivée, avec les années 60, notamment il jouait un peu une espèce de jazz, de bebop, cette musique-là très présente dans les années 50. Et puis, avec l'avènement du rock, surtout du rock and roll dans les années 60, son style musical ne va plus marcher. Et donc, il va commencer à ne plus vendre de disques. Et donc, sa carrière va être un peu en berne aux États-Unis. Et il va donc décider de rentrer en Jamaïque. Et comme il avait du matos, il avait des instruments, il connaissait le solfège. Donc, il va commencer, quand il va s'installer à Trenchtown, puisqu'il touchait quand même encore un peu des royalties. Donc, il vivait, pour un noir de l'époque, il vivait quand même assez confortablement dans Trenchtown. Et là, il va décider d'offrir, comme ça, gracieusement, son savoir-faire aux enfants du quartier, pour les détourner des gangs, pour les détourner de la violence et de la drogue. Et donc, il va ouvrir une école de musique, mais elle avait la particularité d'être totalement gratuite et dédiée aux enfants de Trenchtown. Et c'est là où Bob Marley va, par hasard, tomber sur Joe Hicks et il va commencer à apprendre à jouer de la musique. Et c'est là où il va faire d'autres rencontres. Il va rencontrer Benny Livingstone, qui avait la particularité aussi d'être son voisin. C'est-à-dire que le père de Benny Livingstone était chauffeur dans la compagnie de transport public de Kingston et sa maison était mitoyenne à celle de Cédella Malcolm, donc la mère de Bob Marley. Et donc déjà les deux étaient voisins et en plus donc ils allaient dans la même école et donc ils vont apprendre à cheminer ensemble et les deux vont se retrouver par hasard sur la cour de Joe Hicks à apprendre la musique. Et c'est là où ils vont faire une troisième rencontre ils vont rencontrer Peter Tosh qui va lui avoir la particularité, il était le seul enfant
il viendra s'installer à Trenchtown plus tard, parce que lui aussi, ses parents vont venir s'installer là. Et donc, en s'installant à Trenchtown, lui, il avait la particularité d'être le seul garçon à l'époque à avoir sa propre guitare. Or, tous venaient utiliser les instruments de Joe Hicks, mais lui, il avait non seulement déjà une guitare, et il avait déjà une certaine connaissance de la pratique musicale. Donc, il savait déjà plus ou moins jouer de la guitare. Là, ils étaient des adolescents, là. Ah oui, c'était des adolescents. Ils avaient 14-15 ans. Et c'est Peter Tosh, parce qu'il avait la guitare, il savait déjà jouer, qui va apprendre véritablement à Bob Marley. Blanc. Non, c'était un noir, Peter Tosh. C'est un noir. C'est lui qui va, si tu veux, perfectionner. Quand Bob et Benny sortaient de chez Joe Hicks, ils se retrouvaient chez eux. Et donc, comme Peter Tosh avait sa guitare, eh ben, ils pouvaient continuer sous la direction de Peter Tosh ce qu'ils apprenaient chez Joe Hicks. Et c'est ce trio-là qui va être le trio fondateur des Wailers. Donc, les Wailers qui deviendront, à la fin des années 50, les Wailing Wailers d'abord. Les Wailing Wailers qui va ensuite devenir les Wailers. Et plus tard, on aura Bob Marley et les Wailers. Et donc, c'est dans cet univers-là, c'est là qu'à partir des années 60, et c'est là où Bob, il a 15 ans, il a 16 ans, il décide qu'il ne voulait plus faire d'école et qu'il voulait se consacrer à la musique. Et donc, c'est à partir de là, véritablement, qu'il va commencer à embrasser une carrière musicale avec Benny et Peter Tosh. Et plus tard, ils formeront le trio emblématique du groupe les Wailers. Merci Jean-Paul qui revenait sur la naissance et le début de l'histoire de Bob Marley. Peut-être à la fin, on en parlera en mai, oui, le 11 mai. Exactement, on parlera de la fin. Merci, on reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.